Oui, bonjour ou bonsoir, suivant l'heure où vous suivez cette vidéo. Alors ici, nous continuons notre série de vidéos. Alors précédemment, nous avons vu le paramétrage de Linux Ubuntu. Alors ici, nous allons voir les configurations pour le réseau. Mais avant de voir les configurations pour le réseau, nous devons d'abord premièrement comprendre la ligne de commande Linux. Alors ici, nous revenons sur notre système et ici pour accéder à l'invite des commandes, disons au shell au fait, c'est pas vraiment l'invite des commandes parce que l'invite des commandes c'est sous Windows, mais ici nous allons plus parler du shell. Pour accéder au shell, vous venez vous rechercher ici TER ou vous écrivez terminal. Et voilà, nous cliquons dessus et nous allons faire en sorte qu'il reste dans les lanceurs. Je fais un clic droit et je vais faire cliquer sur ajouter aux favoris. Et là, même si j'ai fermé, je peux les retrouver ici. Alors là, je vais cliquer là et je vais agrandir et augmenter un peu la taille. Voilà la ligne de commande. Ici, on vous donne un petit message. On vous dit que to run a command as administrator, use root, use sudo command user root, c'est lui l'administrateur. Et par défaut, je vous avais dit que le premier utilisateur installé avec le système a le rôle administrateur. Hein, c'était Sifa. Et ici, il a le rôle d'administrateur. Donc, il peut utiliser la commande sudo. Alors, regardez ici. C'est ça la ligne des commandes. Mais nous allons comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette ligne des commandes. Et pour comprendre ça, nous allons venir ici pour essayer de voir qu'est-ce que vous avez. Au fait, vous avez ces 6 parties ici. Ici, je n'ai encore rien mis, mais je vais mettre ici parce que c'est ça la commande que nous allons premièrement utiliser. Voilà la commande. Alors, je vais venir ici pour expliquer un peu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Sifa, premièrement, c'est ce qu'on appelle le nom de l'utilisateur qui est connecté. Ça veut dire connecté où? L'utilisateur qui est connecté au niveau du shell. Et vous avez ici les arrobas, qui signifie tout simplement at ou bien sur. Et là, vous avez le nom du serveur sur le réseau. Ça signifie quoi? L'utilisateur Sifa est connecté sur l'ordinateur qui a comme nom sur les réseaux Sifa-VirtualBox. Et puis, vous avez ici ces petits symboles ici qu'on appelle les tildes. Ici, ils représentent ce qu'on appelle les current directory. Au fait, les current directory, c'est les répertoires en cours d'utilisation. Nous verrons plus tard comment est-ce qu'on peut voir ça, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, ici, c'est le current directory, et le current directory, ici, c'est le tilde, ici. Puis, vous avez un symbole ici après. Ce symbole ici signifie tout simplement le prompt du shell. Et suivant le type de shell que vous aurez, ce symbole-là va changer. Pour notre cas, Ubuntu utilise un shell qu'on appelle le bash, le Bourne Again shell. Ici, c'est SH en majuscule. Et le Bourne Again shell, c'est le type de shell qui est utilisé par Linux Ubuntu. Et son prompt, c'est les $. Alors, si l'utilisateur s'était connecté en super utilisateur, ce nom ici va changer, ça deviendra root. Et ici, vous n'aurez plus le $, et ça deviendra un cardinal. Ensuite, enfin, ici, vous avez la commande. Regardez bien ici, on a mis le mot-clé sudo. Je peux lui donner une couleur un peu différente. Ou bien je peux laisser tel quel. Ici, le mot-clé sudo permet d'exécuter la commande ici en mode super utilisateur, ça veut dire en tant que root.
Et ici, la commande est exécutée pour faire une mise à jour. Parce qu'avant de mettre nos paramètres réseau, nous allons commencer d'abord par faire la mise à jour du système. Voilà un peu pour ce qui concerne la ligne des commandes. Alors, pour ce qui concerne l'échelle, il existe plusieurs types d'échelles. Il y en a plusieurs. Vous avez par exemple les 6 shells. Vous avez d'abord les shells normales, les POSIX. Vous avez les 6 shells, vous avez les T-shells, vous avez les TC-shells, vous avez les Z-shells, etc., etc. Et puis vous avez les born again shells. Ici par exemple, dans ces sites, on vous donne un certain nombre de types de shells que vous pouvez trouver. Et on vous donne même les différentes descriptions ici. Vous avez les 6 shells, vous avez les shells normales, vous avez les corn shells, vous avez les bash, comme je vous ai dit, les T-shells, les Z-shells et consorts. Par exemple, vous avez le Mac utilise le Z-shell. Alors nous, on n'est pas trop intéressé par ça. Ce qui nous intéresse, c'est le shell bash. Alors, nous avons tapé ici notre commande et nous allons faire la mise à jour. Alors, à chaque fois que vous tapez une commande en tant que super utilisateur avec les mots-clés sudo, vous devez mettre le mot de passe. Et ici, je mets le mot de passe, c'est SIFA. Et à ce moment-là, vous voyez, je suis en train de télécharger des paquets. Et là, on vous dit que je peux faire la mise à niveau avec la commande ici. Mais cette mise à niveau, on va la faire un peu plus tard, après qu'on aura installé un certain nombre de logiciels. Alors ici, j'anticipe un peu l'utilisation des commandes parce qu'il y a un certain nombre de logiciels que nous allons utiliser tout au cours de cette série de vidéos que j'aurai besoin que nous puissions installer une fois pour toutes avant que, au lieu que nous puissions les refaire chaque fois. Et ici, comme il y a des commandes que nous allons déjà utiliser avec la mise à jour des paramètres IP, alors là, je vais directement installer le nécessaire. Alors, il y a une commande qui permet d'effacer l'écran. C'est la commande clear. Et là, l'écran est clean. Alors, il y a des logiciels que nous allons utiliser tout au cours de cette formation, excepté ceux des serveurs. Et ici, nous allons faire la commande sudo apt install. C'est avec cette commande que vous installez des logiciels. Maintenant, qu'est-ce que nous allons installer? Premièrement, nous allons d'abord installer les mises à jour d'Ubuntu. Il y a une mise à jour Ubuntu conseil, c'est Ubuntu restricted. Oh, désolé, c'est un tiré ici. Restricted extra. Alors, à chaque fois que vous tapez des commandes, vous avez quelque chose qui peut vous aider. Si par exemple vous connaissez la commande et vous voulez que le shell vous complète, fasse une autocomplétion, vous appuyez sur la touche tabulation et automatiquement ça vous complète. Alors, une autre particularité, vous pouvez faire en sorte que l'installation se fasse sans qu'on vous demande une confirmation. Et pour cela, vous devez ajouter ici l'option yes. Faites donc yes, vous allez dire installe sans me demander de faire une confirmation. Mais si vous voulez voir une confirmation, vous enlevez ça et vous allez voir comment ça va se comporter. Alors, une particularité ici, vous avez la possibilité d'installer plusieurs logiciels à la fois sans pour autant mettre des virgules et consorts. Vous mettez tous les logiciels en une seule ligne et le système Linux lui-même, il va sélectionner les paquets
suivant le bon ordre pour que l'installation puisse se passer correctement. Alors ici, nous allons installer cela. Généralement, s'installe la prise en charge pour les langues. Il s'installe certains les flash players, etc., etc. Alors, nous allons aussi installer les OpenSSH serveurs et clients. En fait, le OpenSSH serveur permet à ce que un serveur Linux puisse recevoir des connexions SSH de l'extérieur. De la même façon, une fois qu'un serveur reçoit les connexions externes, on peut vouloir se connecter à partir du serveur à un autre serveur. À ce moment-là, vous aurez besoin du OpenSSH Client. Et le OpenSSH Client permet à un serveur de devenir un client SSH tout simplement. Et le OpenSSH Server permet à un serveur de devenir un serveur SSH. Et un autre élément que nous allons installer, d'habitude, moi je préfère utiliser un éditeur de texte particulier, c'est le Vim. Et si vous voulez, vous pouvez installer la documentation du Vim, c'est le Vimdoc. Alors, il y a une bataille parce que d'autres aiment l'éditeur Emacs. D'habitude, je ne préfère pas l'éditeur Gedit par exemple avec interface graphique. J'utilise le mode commande et c'est ce qu'on va utiliser. Alors voilà les logiciels que nous allons installer et je vais valider ça. Vous voyez, on ne m'a pas demandé de confirmation et l'installation démarre automatiquement. Alors le temps que peut faire cette installation dépend toujours de votre connexion internet. Plus votre connexion internet est bonne, plus l'installation sera très rapide et les choses vont se passer très facilement. Alors vous voyez là, ça nous met à peu près 3 minutes. Et vous voyez que c'est en train de changer au fur et à mesure que l'installation est en train de progresser. Et ici, nous aurons tous les nécessaires. Mais pour permettre à ce que nous puissions aussi installer facilement, parce pour qu'on puisse installer une fois pour toutes un certain nombre d'éléments, bon, je pense que c'est préférable que les serveurs, qu'on puisse installer ça aussi une fois pour toutes. Comme ça, lorsqu'on sera à la partie des vidéos pour l'installation des serveurs, on pourra tout simplement revoir les commandes sans pour autant avoir nécessairement besoin de les réinstaller de nouveau. Et comme ça, on va installer tous les nécessaires que nous aurons besoin d'utiliser tout au long de notre série de vidéos. Alors, une étape importante, c'est le paramétrage des paquets une fois qu'ils sont téléchargés. Ici, on vous demande un message, vous pouvez lire, c'est tout simplement un greffon. Ici, vous n'avez qu'à accepter Yes. Et là aussi, OK, vous faites Yes, accepter la licence. Alors, une fois que vous êtes à cette étape d'installation, de dépaquetage et d'installation proprement dite, il ne faut jamais annuler ce processus, car si vous annulez, vous aurez des paquets qui seront cassés. Mais alors, une fois que des paquets ont été cassés, parce que soit votre connexion Internet a été soit médiocre, ou bien elle a eu un petit problème, une petite interruption, vous avez toujours la possibilité de réparer ce qui avait été endommagé. Et là, vous utilisez une autre commande. Désolé, c'est difficile de dissocier un certain nombre d'éléments à faire avec un serveur Linux sans taper des commandes. Là, vous aurez besoin encore de taper une autre commande. Je vais la taper tout juste après, parce que ça peut vous arriver que pendant que vous étiez en train d'installer, vous avez un problème, un ou deux paquets ne se sont pas correctement téléchargés, parce que soit votre connexion Internet s'est interrompue, ne fût-ce que quelques secondes, c'est suffisant pour que ça soit ignoré et que l'installation ne réussisse pas. Là, vous voyez, c'est en train d'installer et on vous dit ici, hold on, no error.
Quand vous avez un message pareil, c'est une bonne chose parce que vous n'avez pas d'erreur. Et normalement, quand le processus est terminé, on va vous dire que tout est bon. Et si ce n'est pas bon, à ce moment-là, vous serez obligé de réparer ce qui n'a pas bien marché. Alors vous voyez, là, tout a été correctement installé. Vous n'avez pas un message d'erreur ici. C'est bon. On va effacer l'écran. Alors si l'installation n'avait pas réussi, vous avez une commande que vous tapez sudo apt updates. Vous avez dash, vous faites fix missing. Alors cette commande vous permet de réparer les paquets qui étaient endommagés. Et à ce moment-là, s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été bien installé, ça va réparer ça. Vous voyez là, je tape la commande en tant que sudo. Il va détecter que tout est bon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il me dit que je peux faire un upgrade. Alors je vais faire l'upgrade une fois que je vais installer les autres paquets que nous allons utiliser pour les serveurs. Alors j'y reviendrai lors de chaque vidéo. Je vais premièrement installer le serveur DNS, son paquet principal, sudo apt install bind 9. J'expliquerai ça. Ça, vous pouvez installer aussi la documentation bind9doc. Vous avez les serveurs DHCP, c'est ISC-DHCP server. Oh, désolé, ISC-DHCP server. Ça, c'est l'ancienne version. Peut-être on verra aussi la nouvelle version. Bon, on verra. Vous avez les serveurs Apache, c'est Apache 2. Et vous pouvez installer la documentation Apache 2-doc. Regardez, ici, je n'ai pas mis le yes. Donc ici, ça me demandera une confirmation. Alors, une fois que je valide, on va me demander une confirmation. Est-ce que je vais vraiment installer ces paquets? Alors ici, on vous dit que tout ça sera installé. Et on vous dit aussi que vous avez des paquets qu'on vous suggère d'installer. Vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Quand on met le carrot ici, ça veut dire que ça c'est facultatif. Si vous prenez l'un, vous laissez l'autre, vous ne pouvez pas tout prendre. Et ici, on vous dit que vous pouvez installer ça pour les LDAP et consorts. Bon, moi, je vais juste accepter. J'ai dit oui. Et l'installation va débuter. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que tout juste après, je vais faire un upgrade. Et il y a une différence entre faire un update et faire un upgrade. Lorsque vous faites un update, ça veut dire vous prenez juste une mise à jour. Et l'update, très souvent, ça ne change pas la version principale du logiciel. Vous avez, généralement, quand vous avez une version, vous avez une version qui a souvent deux noms. Regardez par exemple ici, vous avez la version, ici la version 2.4.41. Alors la version, le premier chiffre, c'est une version qui est majeure. Le second chiffre, c'est une version qui est mineure. Et le troisième chiffre, c'est juste une amélioration ou bien un build number. Et c'est comme ça que lorsque vous changez la version mineure, là vous parlez d'un update. Mais lorsque vous changez la version majeure, à ce moment-là, vous n'avez plus un update, vous avez un upgrade. C'est comme ça, par exemple, que vous avez la version 16. La version 16.04, quand vous passez à la version 18.04, ce n'est pas un update, mais c'est un upgrade. Et c'est comme ça, par exemple, que si vous voulez passer à l'upgrade de ce système d'exploitation qui est la version 20.04, vous ne passerez pas à la version 20.04.5 par exemple, ou 6, mais vous passerez à la version supérieure qui est le 22.04.
04. Et c'est ça un peu la différence entre l'update et l'upgrade. Et c'est ainsi que nous, lorsque nous allons faire notre upgrade, ici, l'installation finie, je vais effacer. Lorsqu'on va faire notre upgrade, c'est préférable de faire un upgrade quand vous n'avez encore rien configuré. Parce que quand vous faites un upgrade, ça supprime les fichiers de configuration. Alors, nous allons faire sudo apt. On peut faire encore les updates pour vous montrer, ou bien je peux juste taper la commande. On vous dit que vous pouvez regarder les paquets upgradables. Je vais vous montrer update. Et quand vous validez, ça va faire l'update. Tout c'est déjà à jour, mais on va vous proposer que vous pouvez regarder les paquets qui sont upgradables. Alors vous verrez que ça vous donnera une très longue liste. Sudo apt. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être sudo pour taper la commande ici. C'est juste pour visualiser. Vous faites upgradable. Et là, on va vous donner une très longue liste de plusieurs paquets que vous pouvez upgrader. Alors, normalement, quand vous avez un serveur en production, où il y a des services qui sont opérationnels, à chaque fois que vous voulez faire un upgrade, vous devez taper cette commande ici et vous allez prendre chaque fichier de façon individuelle pour faire un upgrade. Regardez, il y a tellement beaucoup de fichiers que si vous faites ça manuellement, vous risquez de faire une éternité pour faire la mise à jour. C'est comme ça que nous allons faire une mise à niveau une fois pour toutes. Je vais d'abord effacer l'écran et je vais faire sudo apt upgrades. Et là, ça va upgrader tous les fichiers de mon système. Cette opération est généralement une opération très longue et ça prend vraiment du temps et ça nécessite que vous ayez une connexion qui ne sera pas interrompue pour éviter de ne pas casser le paquet. Alors ici, je vais tout simplement accepter pour que ça ne me demande pas de confirmation et ça va faire l'upgrade. Et ici, ça supprimera ce qu'il y aura à supprimer et ça va mettre à jour ce qu'il y aura à mettre à jour. Alors, comme d'habitude, les temps dépend toujours de votre connexion internet. Vous voyez par exemple là, ça prend, ça estime dans 1 heure. Ça peut ne pas faire les 1 heure. Ça peut faire quelques minutes. Ça dépendra de votre connexion. Alors ici, ce que je vais faire, je vais laisser quelques minutes, puis je vais interrompre et je remettrai lorsque la copie sera pratiquement vers la fin. Alors là, ce processus, il ne faut jamais l'interrompre. Mais regardez ici, ça va télécharger pratiquement 1 giga. Ça va télécharger 774 mégas. Alors on va attendre jusqu'à ce que ce processus va terminer. Et on reviendra juste après que le processus aura fini. Alors vous allez constater par exemple qu'ici, il y a des problèmes de connectivité réseau. Hein, vous voyez, il y a un problème de connectivité réseau à ce niveau. Cela signifie que cette installation risque d'échouer et il me sera obligé de réparer l'installation. Et pour réparer l'installation, ça serait pareil comme ce qu'on a fait tantôt avec pour vous montrer, mais là il n'y avait pas de réparation à faire. Vous voyez ici la connexion est rétablie, mais regardez, une erreur irrécupérable. Et qu'est-ce qu'on me dit? Je dois lancer apt-get update ou bien j'essaye l'option fix missing. Alors c'est ce que je vous disais. Là j'ai un problème, alors je dois réparer sudo apt upgrade dash fix missing et je dois mettre le mot de passe et là ça va tenter de réparer ce qui n'avait pas été correctement installé. Vous voyez, ça a augmenté l'espace. Alors là je vais accepter
et je valide. Et là, vous voyez, ça continue à partir de l'endroit où je m'étais arrêté. Mais là, ça va essayer de réparer ce qui n'était pas bien installé. Et ça continue le processus. Alors, vous voyez, nous sommes déjà à 82%. Donc, bientôt, on va arriver à 100%. Il reste presque 17%. Et c'est comme ça que vous procédez à l'installation. Ici, par exemple, votre connexion se coupe tout le temps, vous réparez toujours, vous réparez, vous faites toujours fix missing, fix missing, fix missing, jusqu'à ce que vous aurez l'installation complète. Et c'est comme ça que vous faites pendant l'installation. Et il peut arriver, par exemple, que ça a complètement échoué. Et dans les cas extrêmes, si ça a complètement échoué, à ce moment-là, si vous étiez en train de faire un upgrade, là, je serais désolé parce que vous devrez réinstaller le système. Alors, il y a moyen de réparer les paquets avec les paramètres avancés d'installation. Alors là, vous devez passer en mode recovery et vous tentez de récupérer votre système. Et souvent en mode recovery, vous devez utiliser des commandes pour essayer de faire la récupération du système. Et très souvent, ça réussit. Et dès que vous récupérez votre système, vous réinstallez les mises à jour et tout va passer correctement. Alors vous voyez ici, ça va finir le téléchargement, mais ça sera une partie de l'étape. Parce que l'étape après l'installation, après le téléchargement, ça sera maintenant l'étape de paquetage et d'installation. Et comme je vous avais dit, c'est l'étape la plus importante parce que là maintenant, les logiciels seront maintenant en train d'être installés. Et vous voyez ici, on fait l'extraction et là on commence la configuration, la préconfiguration, le dépaquetage et l'installation. Et cette étape ici, si vous essayez de l'annuler, votre système sera complètement endommagé. Et même si vous êtes juste à 1%, n'osez pas annuler ça. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe dans cette étape? Les fichiers du noyau sont remplacés par de nouveaux fichiers. Et vous devez juste être patient et attendre le processus. Alors je vais arrêter, je vais mettre pause, comme ça on va revenir vers la fin du processus. Voilà, le paramétrage est presque à la fin. Alors nous allons tout simplement attendre que ça arrive à 100%. Parce que même si vous avez 99%, si ça n'arrive pas à 100%, le processus n'est pas complètement terminé. Alors lorsque vous faites des paramétrages et des installations comme ça, si vous n'êtes pas patient, vous n'arriverez pas à la fin. Alors regardez ces messages, vous vous souvenez, ces messages qui me demandaient chaque fois si je vais faire la mise à niveau. Regardez la version actuelle, c'est la 22.043. Moi je vais dire, je vais fermer. Il ne faut pas faire cette opération si vous n'êtes pas sûr de votre connexion internet. Parce qu'une fois seulement que vous commencez le processus de mise à jour, de mise à niveau, et que vous annulez, ce processus-là sera pris en compte et ça va casser les paquets de votre système d'exploitation. Donc vous avez un bon message ici, on vous dit fait, done. Ça sera en anglais, on dirait done. Ça veut dire qu'ici, on est sûr que les choses se sont bien déroulées. Regardez ici, vous avez le Network Manager. On est en train de faire des configurations pour paramétrer les fichiers du système. Et tout ce qui est en train d'être fait ici s'applique automatiquement dans les noyaux. Voilà, ça c'est les noyaux, ça c'est les boots. Ce sont les fichiers des noyaux. Pour vous dire tout simplement que toutes ces configurations s'appliquent directement dans les noyaux du système d'exploitation. Et moindre erreur, et si par exemple votre machine se mettait en veille lors de ce processus,
Désolé parce que là, votre système sera endommagé et vous serez obligé de réinstaller complètement votre système. Comme je vous ai dit tantôt, bien sûr, il y a des options de réparation. Généralement en mode recovery, mais ça peut échouer suivant les degrés d'endommagement de votre système. Alors là, nous sommes pratiquement à la fin. Il reste juste 1%. Comme je vous ai dit, 99%, c'est pas encore complet. Vous devez avoir le 100%. Au fait, il y a quelques logiciels que j'ai oublié d'installer. Par exemple, au courant de cette série de vidéos, on va par exemple tester MySQL Server. Donc on va tester la base de données MySQL. On installera ça aussi, comme ça on pourra tester ça facilement au moment opportun. Alors là, regardez, ça c'est un fichier du noyau. Celui-ci, et il est dans un répertoire de boot. Les répertoires, la structure des répertoires, ça sera l'objet de la vidéo prochaine. Et c'est là qu'on essaiera de voir comment est-ce que Linux est structuré en interne, mais ça ne serait pas dans cette vidéo-ci. Pour ceux qui sont très impatients, on leur demandera juste de garder un peu patience et ça va venir d'ici peu. Alors, avant que le processus ne se termine, vous allez voir par exemple ici, vous avez un petit signe plus. Je vais agrandir là. Vous avez un petit signe plus ici, parce que vous pouvez ajouter une autre fenêtre de shell. Vous voyez, ça m'a automatiquement ouvert un nouveau shell et je peux shifter de ce shell vers le shell ici sans problème. Ça c'est une option que vous avez, et vous avez un raccourci, c'est CTRL Shift T. Si vous tapez la combinaison des touches CTRL Shift et T, ça vous ouvre automatiquement un nouvel onglet. C'est comme ça que vous pouvez manipuler plusieurs onglets de configuration sans problème. Voilà, l'installation est terminée. Je vais effacer l'écran. Alors je vais installer MySQL Server, apt install MySQL Server. Et pour avoir accès à voir nos paramètres de la carte réseau, nous aurons besoin d'installer le NetTools, le NetTools, et nous aurons aussi besoin de tester Gparted lorsqu'on arrivera à un certain nombre de paramètres avancés. Je vais aussi l'installer une fois pour toutes. Gparted, je vais installer ça. Alors, si vous voulez annuler une commande, vous tapez CTRL-C. Pourquoi? Moi, j'aimerais ajouter ici l'option Yes pour que l'installation se passe directement. Je mets les mots de passe et vous voyez, ça va installer 300 mégas. Vous voyez, c'est beaucoup. Et si vous comptabilisez ce qu'on a déjà installé, ça fait pratiquement autour d'un giga et demi. C'est vraiment beaucoup. Et c'est ainsi que si vous voulez installer des choses pareilles, vous devez vous rassurer que votre connexion elle est assez suffisante. Mais ici on vous dit après l'opération, oh là là, ça va trop vite. Après l'opération, 320 mégas d'espace disque supplémentaire seront utilisés. Ok, pas de problème. Vous voyez, ça finit l'installation
et ça fait très rapidement. Souvenez-vous que j'avais donné 4 Go à cette machine. Pour ceux qui n'ont pas assez de ressources, vous pouvez installer la version 16 par exemple, où les requirements sont un peu bas, ou vous pouvez descendre encore plus bas, vous installez la version 14, parce que l'objectif ici c'est de maîtriser d'abord les commandes Linux, quelle que soit la version de Linux que vous allez utiliser, que ce soit même la version 12, la version 14.04, la version 12.04, la version 16.04, n'importe quelle version, vous allez utiliser les commandes et elles sont les mêmes. Voilà, c'est installé. La dernière chose à installer, lorsque souvent vous avez MySQL, c'est très commode d'utiliser MySQL avec phpMyAdmin. Je vais aussi l'installer. Sudo apt install php myadmin. Et là, je vais accepter tout simplement. Je n'avais pas mis que ça accepte directement. Et là, nous aurons la possibilité d'utiliser au moment opportun MySQL soit en mode commande, soit en mode graphique via phpMyAdmin. Alors peut-être certains d'entre vous sont familiers avec celui-là. Vous pouvez l'utiliser. Vous voyez ici, c'est un système d'exploitation libre. Tous les logiciels libres sont faciles d'utiliser, comme MySQL, MariaDB, Postgres, etc. Mais si vous voulez installer des SGBD propriétaires, comme par exemple SQL Server, cela sera très compliqué. À moins que si vous essayez de voir si Microsoft disponibilise une version de SQL Server qui peut fonctionner sous Linux, c'est peut-être possible, mais en règle générale, SQL Server est un logiciel propriétaire et qui fonctionne exclusivement sur la plateforme Windows. Et ici, si vous voulez par exemple installer Python, c'est facile parce que ça s'installe directement. Alors ici, on va prendre par défaut la première option. Vous appuyez sur la touche d'espacement et vous appuyez sur la touche de tabulation, vous validez OK. Et là, ça va paramétrer phpMyAdmin et on vous demandera de spécifier un mot de passe. Pour garder les choses simples, on pourra laisser le même mot de passe que celui de l'utilisateur Sifa. Comme ça, les choses seront beaucoup plus simples. Vous voyez ici, ça finit l'installation et c'est en train de faire les configurations. Alors, comme on avait fait l'upgrade pour les autres, comme on a installé des nouveaux logiciels, on sera encore obligé de faire un nouvel upgrade et ça sera le dernier upgrade. Alors là, on vous demande de configurer phpMyAdmin. Vous acceptez yes. Ici, je vais mettre le mot de passe Sifa et puis je vais le valider Sifa. Normalement, si vous avez un serveur en production, il vous faudra mettre un mot de passe différent de celui qui est utilisé par l'utilisateur normal Sifa. Alors ça finit. Dernière étape, de faire sudo apt upgrade -yes. Et là, ça va certainement, vous voyez, ça n'a pas fait grand chose parce que ça a constaté que tout a été upgrade. Alors à ce niveau, c'est très bon, nous avons fait ce qu'il fallait faire et on peut effacer l'écran. Alors, revenons à ce que nous avions voulu faire, c'est l'adressage IP. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour affecter l'adresse IP?
Vous devez savoir une chose importante et que vous pouvez venir affecter l'adresse IP ici à partir des paramètres. Ici à partir des paramètres, venez ici sur la carte, venez sur réseau et vous pouvez faire ça à partir d'ici. Vous voyez, vous avez là l'adresse que j'ai. Vous pouvez faire ça à partir d'ici, mais c'est pas ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, un serveur normalement est managé à distance via généralement les SSH. Et quand vous avez les SSH, vous n'avez pas une interface graphique où vous allez cliquer comme ça, comme je clique. Mais vous avez tout simplement une interface noire où vous devez vous connecter à un serveur. Par conséquent, ça, ce n'est pas la bonne option. L'option que nous allons utiliser, c'est un fichier texte que nous allons éditer avec un éditeur de texte. Le nôtre, c'est Levin. Alors, pour le faire, vous devez premièrement venir voir vos interfaces réseau. Vous avez plusieurs commandes pour faire ça. Vous pouvez taper la commande ifconfig. C'est la commande la plus utilisée. Et là, on vous montre que j'ai deux cartes réseau. La carte réseau locale, la boucle locale, ça c'est intégré. La carte normale, c'est la boucle locale tout simplement. Les 127.0.0. En fait, là, je n'ai qu'une seule carte réseau normalement. Parce que celle-ci, c'est la boucle locale. Alors peut-être plus tard, nous verrons comment on peut créer des interfaces virtuelles. Bon, ça pourra venir plus tard. Ici, si vous avez installé ça sur votre ordinateur physique, vous aurez la carte réseau Wi-Fi qui sera aussi quelque part ici en bas. Alors ce qui intéresse, c'est le nom de l'interface réseau. C'est ENP0S3. Ce nom vous servira pour la configuration de l'adressage IP. Regardez ici, on vous donne l'adresse actuelle. Vous avez le masque des sous-réseaux. Vous avez l'adresse des broadcasts, etc., etc. Vous avez beaucoup de statistiques ici sur les paquets envoyés et reçus. Et regardez, j'ai déjà reçu tout ça, à peu près 2 gigas. Vous voyez, il n'y a aucun paquet qui est perdu en réception. Et tout ça a été transmis de ma carte réseau. Alors vous avez une autre commande que vous pouvez utiliser. Elle est un peu différente de celle-ci. C'est la commande IP ADDR. C'est mal écrit, pardon. IP ADD address. La commande mal écrite. Voilà, c'était la commande IP ADDR. En fait, c'est ça. Moi, je l'écrivais collé comme ça ne pouvait pas marcher. On me dit que la commande n'existe pas. Et normalement, c'est la commande IP ADDR. Voilà. Et ici, on vous donne la même chose, sauf que ça c'est affiché autrement. Vous avez ici le nom de l'interface réseau. L'interface réseau est là. Et puis vous avez, ça c'est l'adresse MAC, l'adresse des broadcasts. Si vous êtes dans l'adresse des broadcasts, l'adresse MAC des broadcasts, c'est toujours celle-ci. Et puis vous avez tous les détails ici, l'adresse IP, etc., etc. Vous avez deux façons de l'utiliser. Alors, souvenez-vous, on a installé les paquets qui s'appelaient NetTools. Si vous ne l'installez pas, vous n'aurez pas accès à utiliser la commande ifconfig, comme dans la version 16 ou 18, vous l'utilisez sans problème. Alors, une fois qu'on connaît le nom de notre interface réseau, voilà comment est-ce que vous faites pour... je vais vous montrer comment est-ce que vous faites pour affecter l'adresse IP à votre interface réseau. Je vais mettre ces deux côte à côte. Ici, j'ai un fichier que j'ai déjà créé pour vous.
voilà ce que nous, on va utiliser pour configurer notre carte réseau. Et ici, regardez très bien, ces paramètres-là, vous devez mettre ça dans un fichier. Alors, c'est ici que nous aurons besoin d'utiliser notre éditeur de texte. Alors, c'est quel fichier que nous devons éditer? Le fichier, il se trouve dans le répertoire ici. Vous devez être le super utilisateur, sudo vim, l'éditeur dont je vous avais parlé. Vous avez etc /network, /network, non, netplan, netplan, et puis vous avez un fichier qui s'appelle 01 network manager. Je vais essayer de réduire un peu la taille. Je vais réduire la taille pour que ça tienne sur cette portion d'écran là. Je peux agrandir un tout petit peu. Même là, c'est déjà bon. Alors, voilà les fichiers que vous devez éditer pour pouvoir avoir accès. Alors, généralement, quand vous éditez des fichiers, c'est mieux de faire un backup, mais pour celui-là, c'est pas nécessaire de faire un backup, vous pouvez l'éditer directement. Et dès que vous entrez dedans, regardez, vous avez la première partie ici. Vous avez ça, ça vient par défaut. Le network, vous avez la version et vous avez les renderers. C'est le network manager. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais me positionner à la fin ici. J'utilise une commande de VI. Et puis, ce que je vais faire, je vais éditer. Ici, vous utilisez chaque fois 2 fois l'espacement. Alors ici, ce sera un réseau Ethernet. Et le réseau Ethernet ici, vous voyez, ça vient comme ça, mais vous devez retourner jusque là. Et vous mettez 2 fois l'espacement. Vous mettez le nom de votre interface réseau. ENP0S3. Et vous mettez les doubles points. Vous validez. Je reviens là, je mets 2 fois l'espacement. Ensuite, vous avez les DHCP4. Ça veut dire les DHCP en IPv4. Espace, je mets non. Nous n'allons pas utiliser les DHCP pour le moment. Ensuite, vous avez les DHCP version 6. Identique, c'est non. Puis, vous allez venir mettre l'adresse addresses au pluriel. Vous mettez un espace et vous allez mettre l'adresse entre les crochets. Regardez l'adresse que nous avons prévue ici. Vous avez l'adresse IP. Ça, c'est les... oh là là, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est l'adresse IP. Adresse IP. Adresse IP. Notre adresse IP, on va prendre le 2.5. Ça sera un /24. Si vous voulez, je peux mettre ici le réseau. Le réseau ici, ça sera le réseau 192.168.2.0. On peut aussi mettre /24. Et ici, je peux même supprimer ça, comme il y a déjà les réseaux. Je vais lui donner une certaine couleur. Par exemple, on peut mettre ça. Alors là, vous avez les réseaux. Ici, il y a l'adresse IP que nous allons donner à notre PC. Vous avez la passerelle par défaut ici. Alors, quelque chose que nous allons faire ici. La passerelle par défaut, vous allez voir,
vous spécifiez la passerelle par défaut sous forme de routes. Vous avez une route qui sera via la passerelle par défaut, c'est la même ici. Et vous aurez une route par défaut. Ça veut dire que vous aurez la route vers votre réseau ici et vous aurez la route vers les réseaux par défaut. Ça veut dire tout réseau qui n'est pas le réseau de votre carte réseau. Donc le réseau de votre réseau local au fait. Et là c'est le cas du réseau internet. Ça veut dire lorsque le PC veut communiquer avec un réseau externe à votre réseau, ça veut dire un réseau internet, et là on passera toujours par la passerelle par défaut. C'est ce que vous avez ici, où vous avez les routes ici, les routes vers les réseaux locaux. C'est ça, on passe par la passerelle par défaut. Et tous les autres réseaux, on passe par la même passerelle par défaut. Alors, nous venons ici, nous allons mettre notre adresse 192.168.2.5 et nous spécifions le masque des sous-réseaux tel que nous l'avons fait là-bas. Alors, dans les temps, on spécifiait le gateway comme ça, mais cette façon de faire est dépréciée, ce n'est plus utilisable. Je vous ai mis là deprecated. Alors ici, une fois que vous avez spécifié l'adresse IP, vous spécifiez le serveur DNS, name, servers, oh là là, name, servers, espace, et vous allez mettre ça entre crochets, toujours. Alors, moi j'ai prévu mettre ici le DNS de Google. Mettez un espace, une virgule, pardon. Mettez 8844. Oh, désolé, j'ai oublié de mettre ici name server. Vous mettez addresses, 2 espaces, addresses. Et là, vous mettez l'adresse. Ensuite, vous devez spécifier les routes parce que ce sont les routes qui sont maintenant utilisées pour spécifier la passerelle par défaut. Alors, vous dites route. Vous revenez ici, vous mettez 2 espaces, 1, 2, tiré, espace tout le network 192.168.2.0/24. C'est ça notre réseau. Alors, pour router vers ces réseaux, on va passer par la passerelle par défaut 192.168.2.1. On revient là, on fait 1, 2, vous mettez les tirés, tout default via le default va toujours passer par la passerelle par défaut le 2.1. Alors ici vous avez fini de paramétrer votre carte réseau. Qu'est-ce que vous faites? On va quitter, je peux réduire ça et vous devez maintenant appliquer ces paramètres. Pour le faire, vous devez d'abord venir enregistrer, c'est enregistrer et appliquer. Maintenant, moi, je ne veux plus utiliser ma carte réseau Wi-Fi. Regardez, je vais venir shifter des cartes réseau. Nous sommes là. Je viens sur configuration. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais venir sur carte réseau. Je vais mettre la carte réseau de VirtualBox parce que je vais changer d'emplacement réseau. Normalement, vous allez constater que à ce niveau ici, je vais perdre la connectivité réseau, mais ça ne va pas venir automatiquement. Vous voyez, j'ai perdu la connectivité réseau. Vous voyez, j'ai perdu la connectivité réseau. Mais je sais ce que j'ai fait et je vais activer ces paramètres. Vous utilisez la commande sudo
NetPlan Apply pour activer cette configuration réseau. Alors pour vraiment se rassurer que vous avez une configuration, vous avez une connectivité entre les équipements, je vais tester ici dans ma machine physique CMD, oh là là, CMD, non, ce n'est pas intéressant. Je vais prendre celui-ci. Regardez, je vais faire un ping. Je vais faire un ping de 192.168.2.5. Vous voyez, j'ai la connectivité. Et pour juste vérifier l'adresse IP que j'ai donnée à cet ordinateur, je vais faire ici ipconfig. Vous voyez, sur ma carte réseau de VirtualBox, regardez, ça c'est VirtualBox, Ethernet, voyons, c'est le 2.20, c'est ça ici. Alors je vais faire le ping de cette adresse ici, le 2.20. Alors j'ai refait le ping là, ça passe. Et si je vais faire ping -c, je vais faire 4 pings vers l'adresse 192.168.2.20. Vous voyez, j'ai la connectivité, je fais 4 pings. Et si j'enlevais ça ici, je vais faire un ping qui sera ininterrompu. Alors vous avez la connectivité bidirectionnelle et c'est ce qu'on voulait. Et à ce moment-là, notre configuration réseau est full et tout marche à merveille. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour la suite.